Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 19 octobre 2025. Une nouvelle semaine s'est écoulée et il est donc temps de refaire les belles actus de la semaine, l'actualité belge essentiellement politique de la semaine qui vient de s'écouler. Et cette semaine, deux actualités principales occupent l'actualité. D'abord, le budget 2026 du gouvernement fédéral, et on peut dire clairement que ça coince, mais aussi la grande manifestation du 14 octobre qui a eu lieu et les violences en marge de cette manifestation. On commence donc par le budget 2026 et les tensions politiques autour de ce budget au niveau du gouvernement fédéral. Pour rappel, la Belgique n'est pas dans une belle situation financière. Le gouvernement fédéral à lui seul cumule environ 500 milliards d'euros de dettes et son déficit est pour cette année 2025 de 26,6 milliards d'euros. À politique inchangée, il pourrait être de 42 milliards d'euros à l'horizon 2030. Bref, il faut faire quelque chose pour changer la situation. C'est en tout cas l'avis du gouvernement fédéral. Et Bart De Wever compte bien prendre des mesures, dit-il, bazooka. Son objectif, c'est de définir une nouvelle trajectoire budgétaire jusqu'à l'horizon 2029 et de trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Pour arriver à son objectif, Bart De Wever a fait 4 propositions principales ces derniers jours qui sont loin de faire l'unanimité au sein du gouvernement Arizona. Il veut d'abord augmenter la TVA, il souhaite ensuite un saut d'index donc sur les salaires, il souhaite également limiter la norme de croissance des soins de santé et puis il veut également lutter contre les malades de longue durée, contre les faux malades de longue durée. Alors qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Eh bien commençons par le saut d'index, c'est donc en fait ce système qui permet au salaire des travailleurs de suivre l'augmentation du coût de la vie en fonction de l'inflation. En fait, à chaque fois que les prix augmentent de 2% sur toute une série de produits qu'on appelle l'indice santé, qui comprennent notamment la nourriture, l'eau ou encore l'électricité, eh bien, les salaires sont automatiquement indexés pour suivre l'évolution du coût de la vie. Bart De Wever veut pratiquer un saut d'index, c'est-à-dire que pour une période donnée, par exemple l'année 2026, on arrête d'indexer les salaires et donc de les augmenter en fonction du coût de la vie. Et puis la réduction du taux de croissance des soins de santé, c'est quoi? Eh bien, chaque année, dans les soins de santé, l'État permet d'augmenter le budget pour les soins de santé dans une certaine limite, là aussi, quelque part en fonction de l'évolution du coût de la vie. Cette année, cette limite est fixée à 2,5%. L'idée serait donc ici de réduire ce taux de 2,5% pour que concrètement, l'État investisse moins d'argent dans les soins de santé. Et puis pour ce qui concerne la lutte contre les malades de longue durée, ça c'est une idée auquel adhère l'EMR également, eh bien c'est vraiment concrètement le fait de plus contrôler les personnes qui sont depuis plus d'un an en arrêt maladie ou en incapacité de travail. Le gouvernement avait déjà mis dans son accord de gouvernement justement tout un plan qui consistait à faire en sorte de remettre les personnes qui sont en incapacité de longue durée au travail et donc ce plan serait intensifié. Dans les dernières idées qui ont été émises, David Clarinval souhaiterait par exemple retirer le contrôle des malades de longue durée aux mutuelles pour les redonner à l'INAMI qui devrait être plus efficace dans l'idée de David Clarinval que les mutuelles. Mais voilà, comme je l'ai dit, ces idées sont loin de faire l'unanimité au sein de la majorité gouvernementale. Chaque parti a des vétos, des lignes rouges qu'il refuse de dépasser, et tant que ces vétos et ces lignes rouges ne sont pas levés, eh bien, les négociations restent bloquées. Du côté du mouvement réformateur, par exemple, pas question de parler du saut d'index ou encore d'une hausse de la TVA. Même chose chez Voreut qui en plus ne lâche pas son idée d'imposer une nouvelle taxe pour les millionnaires, de faire mieux contribuer les épaules les plus larges. Du côté des engagés, on est plutôt porté sur la réduction du taux de croissance des soins de santé. Les soins de santé, chez les engagés, c'est quelque chose d'important et ils refusent d'y toucher. Le budget 2026 aurait dû être prêt pour le mardi 14 octobre. Ce jour-là, en plus de la manifestation nationale, Bart De Wever aurait dû faire son discours de politique générale et expliquer donc le budget 2026. Mais faute d'accord, eh bien, cette déclaration de politique générale a été reportée d'une semaine et au vu des crispations au sein de la majorité gouvernementale, il n'est pas du tout certain d'ailleurs qu'elle puisse se faire également la semaine prochaine. Elle pourrait être encore reportée.
Alors tenant compte de tout ça, il y a quand même, il faut le dire, un parfum de crise au gouvernement fédéral. On le voit, les partis ne sont d'accord sur rien pour l'instant et il est difficile de savoir précisément ce qu'il va ressortir de ce budget 2026. Une crise, ça peut toujours amener à terme une chute du gouvernement, même si on est loin d'être dans ce cas de figure pour l'instant. Il faut bien se rendre compte quand même que un gouvernement en Belgique, ça fonctionne sur le système de coalition. C'est donc chaque fois des accords, des compromis qui doivent être trouvés entre les partis politiques. Chacun doit chaque fois abandonner une partie de son programme et parfois, quand il y a des blocages comme ceci, eh bien, ça peut amener une perte de confiance dans les partis de la majorité gouvernementale. Si la confiance est rompue, l'un des partis pourrait être tenté de quitter la majorité et donc le gouvernement chuterait. Pour l'instant donc, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, mais on observe quand même la montée des tensions. D'après Peter de Roover d'ailleurs, le président de la Chambre des représentants, la limite naturelle arrive. Si le gouvernement veut que le budget soit mis en place à temps pour le 1er janvier 2026, il faut qu'il soit voté à la Chambre des représentants soit cette semaine, soit la semaine prochaine, pour que le Parlement ait le temps de mettre en place toutes les procédures qui permettraient à ce budget de rentrer d'application le 1er janvier 2026, sans quoi il faudra passer par la loi des 12e provisoires. Deuxième sujet maintenant qui a fait très fortement la une de l'actualité cette semaine et qui reste évidemment en lien avec le gouvernement fédéral, la manifestation nationale du mardi 14 octobre. Entre 80 et 140 000 personnes étaient présentes dans les rues ce jour-là. C'est un chiffre vraiment colossal pour la Belgique. Les manifestants voulaient dénoncer toutes les mesures et toutes les réformes de ce gouvernement Arizona contre lequel ils sont bien remontés. Si vous êtes abonné, vous avez d'ailleurs pu le suivre avec moi puisque j'étais présent sur place au sein de la manifestation. Et donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Abonnez-vous et activez aussi la petite cloche pour rester au courant dès le moment où je sors des vidéos sur YouTube. La manifestation était globalement pacifique, mais des violences ont quand même éclaté en marge de cette manifestation, d'importantes violences d'ailleurs. Et le gros de ces violences s'est déroulé au boulevard Pacheco. Le boulevard Pacheco à Bruxelles, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est là que se trouve l'Office des étrangers, mais également le service public fédéral intérieur au numéro 44. Et c'est précisément la façade de ce bâtiment qui a été pris pour cible. C'est le point de départ de toutes les violences qui ont eu lieu. Un groupe de casseurs habillés en noir et masqués a détruit complètement la façade et les vitres. La police est alors intervenue en nombre et a fait des arrestations musclées à coups de matraque. Après ces arrestations, la police a décidé d'éloigner les manifestants qui rentraient sur le boulevard Pacheco de la façade du bâtiment du SPF intérieur et de l'Office des étrangers, en forçant les manifestants à passer par l'autre côté de la voirie, séparée par l'entrée d'un tunnel routier. Dans le même temps, devant l'entrée du SPF intérieur, la police avait encerclé tout un groupe de manifestants. Et puis, de l'autre côté du tunnel se trouvait là un groupe plus violent qui scandait Siamo tutti antifascisti et qui lançait des objets dangereux en direction de la police, notamment des engins incendiaires par exemple. Pendant une longue durée, la situation est donc restée telle quelle, avec donc à l'entrée du SPF intérieur un groupe de manifestants qui étaient encerclés par la police, de l'autre côté un groupe de manifestants beaucoup plus violents qui jetaient des projectiles dangereux. Et dans le même temps, tous les manifestants pacifiques, eux, n'étaient pas déviés. Le boulevard n'a pas été fermé. On ne leur a pas demandé de se dérouter. Ils sont donc passés également au travers de ce groupe plus violent. Et ça, c'est un détail important, puisqu'à un moment donné, eh bien, la police a décidé de donner l'assaut avec les véhicules autopompes et avec le gazage également. Ce faisant, ils ont dispersé donc en même temps le groupe violent, mais aussi les manifestants pacifiques dans lesquels se trouvaient des familles, des enfants qui se sont retrouvés gazés et puis canardés par les jets d'eau de l'autopompe également. La police a chargé ainsi à plusieurs reprises sur le boulevard Pacheco et puis il y a eu également d'autres incidents ailleurs dans la capitale, notamment place de l'Isère où le parquet a rapporté qu'une personne avait été mise en état d'arrestation pour incendie volontaire et puis également dans l'entrée de l'hôtel Hilton où là aussi il y a eu du grabuge.
Après la manifestation, de nombreux témoignages sont venus sur les réseaux sociaux faisant état de violences policières. Des manifestants expliquaient simplement être pacifiques, en train de marcher, et puis s'être notamment fait frapper à coups de matraque par les policiers. 11 plaintes ont été finalement déposées auprès du comité P, la police des polices, pour ces dites violences policières. Le comité P qui a dit, je cite, chaque plainte sera examinée. Si elle contient des faits pénaux tels que des coups et des blessures, cet aspect de la plainte sera transmis au parquet compétent. Il appartient au parquet d'enquêter sur les faits pénaux, comme la question de savoir si la violence utilisée par la police qui a entraîné des blessures était légitime ou non. Le parquet qui a également informé qu'il y avait eu plusieurs arrestations d'émeutiers et que de multiples enquêtes avaient été également ouvertes au niveau des manifestants qui auraient donc provoqué du grabuge. Voilà donc pour ces petites belles actus de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche YouTube et puis je vous dis d'ores et déjà à dimanche prochain pour les prochaines belles actus. Ciao.